Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom du jour. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Xavier Moreau. Bonjour. Bonjour Élise. Alors, vous êtes analyste géopolitique, fondateur du site Stratpol, entrepreneur et vous vivez, on le sait, à Moscou depuis 20-25 ans. C'est l'occasion de recueillir vos impressions, vos analyses, mais bien entendu aussi le point de vue du peuple russe, que l'on n'entend pas souvent, c'est rien de le dire, dans les médias français. Avant de commencer cet entretien, bien sûr, n'oubliez pas, chers amis, de relayer cette vidéo, de cliquer sur le pouce en l'air, et puis au fur et à mesure de cette émission, laissez vos commentaires juste en bas. Alors Xavier Moreau, nous sommes 2 ans et demi après l'entrée des troupes russes en Russie, le 24 février 2022. Volodymyr Zelensky vient de déclarer que ça y est, il avait préparé et terminé un plan pour la victoire. Il attend la fin du mois pour le présenter à Joe Biden. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que Zelensky essaie d'obtenir le maximum de ce qu'il peut obtenir avant l'élection américaine, parce qu'après il ne sait pas ce qu'il va en sortir. Et aussi, je pense qu'il regarde avec inquiétude la montée aux extrêmes au Moyen-Orient. Et de toute manière, que ce soit les démocrates ou les républicains, la priorité sera toujours donnée à Israël. D'autant plus que Israël a une petite chance, à mon avis, pas si importante que ça, de l'emporter, alors que l'Ukraine n'en a plus aucun. Donc je pense qu'il essaie de maintenir et surtout, contrairement à ce qu'on croit, il ne veut pas du tout geler le conflit, parce que s'il gèle le conflit, il doit faire des élections présidentielles. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que du point de vue constitutionnel, Zelensky est un président illégal. Normalement, s'il n'y a pas eu d'élection, c'est le président de la Rada, du Parlement ukrainien, qui doit devenir président. C'est ce que Poutine avait d'ailleurs rappelé en disant avec qui allons-nous négocier, si jamais on doit négocier. Et de toute manière, là, il s'est lui-même mis dans une impasse avec cette opération à Koursk, puisque Vladimir Poutine a dit, ça a été repris par la diplomatie russe, en disant tant qu'il y aura un soldat ukrainien dans la région de Koursk, eh bien, nous ne négocierons pas. Je crois que ça arrange largement les Russes, d'ailleurs, qui n'ont pas du tout envie de négocier. Avant de s'intéresser à cette offensive en territoire russe à Koursk, je vous propose de revenir sur ce terme de plan de victoire. Pour la victoire, ça fait écho à un mot qui est totalement absent en Europe, c'est le plan pour la paix. Ouais. On l'a toutefois entendu ces récentes semaines avec Viktor Orban, qui a été conspué par la Commission européenne, mais aussi plus récemment par Olaf Scholz, qui commence, lui, à parler de négociations pour sortir de cette crise ukrainienne. Olaf Scholz a la pression de son peuple et des partis politiques, puisque vous avez eu des élections extrêmement importantes, des élections européennes, qui a été marquée malgré une campagne de presse à charge contre l'Alternative für Deutschland et contre Maximilian Krah. Donc vous avez eu un bon succès du parti L'Alternative für Deutschland, un succès d'une gauche populaire qui n'existe pas en France, anti-immigration, anti-woke, autour de Sarah Wagenknecht. Et non seulement donc ça a donné ce qu'on en a vu au sein de l'Union européenne, des élections du Parlement européen, mais également dans les Länder de Saxe et de Thuringe. Absolument. À Thuringe, le candidat de la AfD est arrivé en tête, et en Saxe, il est arrivé en seconde position, mais derrière un candidat chrétien-démocrate qui, comme par hasard, 15 jours avant, avait fait des déclarations en disant qu'il fallait arrêter la guerre, arrêter de livrer les armes, etc. Et au-delà de ça, de manière plus générale, ce qu'il faut observer en Allemagne, c'est que dans un an, on a des élections. Donc en 2025, on aura les élections fédérales. Scholz remet son siège en jeu et il y a de fortes chances que ce soit le parti chrétien, donc la coalition de CDU-CSU, qui l'emporte. Et le futur chancelier pourrait être Friedrich Merz, qui à l'origine est un russophobe, qui voulait que l'Allemagne livre l'État russe à l'Ukraine, et tout autorisé, etc. Et puis là, il y a 2-3 mois, il a fait plusieurs interviews dans lesquelles il a dit « c'est perdu ». On arrête de livrer des armes, il faut négocier, voilà. Et puis rouvrez les robinets. Et puis rouvrez les robinets parce qu'il y a un gazoduc sur les 3. Chaque Nord Stream c'est 2 gazoducs, donc les 2 de Nord Stream 1 ont été détruits, mais il y en a un qui, excusez-moi, Washington a loupé. Et voilà. Tiens donc, ce serait donc Washington derrière. Je pense qu'il suffit de lire l'article de Seymour Hersh pour s'en convaincre. Et de toute manière, la question fondamentale c'est cui bono, à qui profite le crime. Je pense qu'il y a qui avait menacé aussi. Et qui avait menacé. Et puis le ministre des Affaires étrangères actuel, monsieur Sikorski, alors à l'époque il était plus en fonction puisqu'il a été ministre à l'époque de Maïdan, donc avait tweeté au moment de l'explosion, il avait tweeté "Thank you USA", et puis il avait effacé son tweet 1 heure après. Le problème c'est que c'était trop tard et donc on a des copies qui circulent sur le net. Donc je pense que personne n'a aucun doute, mais de la même je pense que personne n'a aucun doute si vous vous souvenez du MH17 en juillet 2014 qui a entraîner des vraies sanctions contre la Russie. Celle de la réunification de la Crimée était insignifiante. Je pense que tout le monde sait que c'est l'armée ukrainienne qui l'a abattue. Et la question, c'est est-ce que ça s'est fait... Par erreur.
Peut-être, je suis pas persuadé que ce soit par erreur, dans la mesure où effectivement les Français, les Allemands et les Italiens ne voulaient pas prendre de sanctions, il fallait qu'ils prennent des sanctions. Et je crois qu'il y a une partie de l'État profond américain, les services secrets, notamment la CIA, qui est prête à tout. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et ça c'est Joe Biden qui le dit, il est interviewé en 2016 par l'Atlantic Council, ou en 2018, je me souviens plus exactement, 2016 je crois, et il raconte cet épisode, donc après la destruction du MH17, ni la France ni l'Italie ne voulaient prendre de sanctions. Pourquoi ? Parce qu'il savait bien qu'il y avait des trucs. Et il a convaincu Merkel, et Merkel a convaincu... Donc à partir du moment où vous avez admis le mensonge du MH17, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un gazoduc ? Qu'est-ce que c'est qu'un barrage, le barrage de Kharkovka ? Qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire ? De toute manière, si les décisions sont prises à Washington, le nuage radioactif, à mon avis, ne traversera pas l'Atlantique, enfin, en tout cas, bien affaibli. Donc le problème fondamental d'ailleurs de l'Europe, c'est que les décisions qui concernent sa sécurité sont prises de l'autre côté de l'Atlantique. Et que c'est trop loin pour que les conséquences puissent éclabousser ceux qui les je ne vous le fais pas dire. On va peut-être revenir sur la dernière décision de Vladimir Poutine. Le 16 septembre, il a signé un décret pour porter les effectifs militaires à 1 500 000 soldats. Pour vous, cette décision part de quel constat ? En fait, le constat, c'est que les jeunes se précipitent pour s'engager dans l'armée. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, il y a eu un mouvement patriotique qu'on observe tous les jours, et on était en gros à 1000 engagés volontaires par jour. Hein, c'est quand même un régiment ou un bataillon, ça dépend. Après, ça dépend combien on en met dedans. Et après l'offensive, plutôt le raid sur Kursk, on est passé à 2000 par jour. Donc je pense que c'est une manière d'acter pour que l'administration fasse son travail, de valider le fait. Je pense qu'il y a déjà 1,5 million d'hommes. Et ce qui d'ailleurs, pour un pays de la taille de la Russie, n'est pas délirant. Surtout que la Russie a une armée d'appelés. Il y a une partie appelée et une partie professionnelle. Si vous vous souvenez, moi j'ai fini de servir, c'était la fin du service militaire, mais je crois qu'on avait encore une armée de 800 000 hommes. Donc, au regard d'un pays qui fait 11 fuseaux horaires, c'est pas délirant d'avoir une armée d'1 500 000 hommes. Mais par rapport évidemment aux armes européennes qui sont à la portion congrue, c'est pas grand-chose. Et c'est énorme. Et ça place la Russie, effectivement, la deuxième armée au monde, derrière la Chine et désormais devant l'Inde. Donc finalement, c'est plutôt pour être en conformité, j'allais dire, avec la volonté des Je pense que c'est surtout administratif, c'est-à-dire que les jeunes continuent à s'engager. Il y a vraiment, en plus les militaires sont bien payés, ils ont trouvé leur place dans la société. Il y a ce qu'on appelle, ils appellent ça j'ai oublié exactement le terme en français, enfin le projet des héros, c'est-à-dire que et ça commence déjà, c'est-à-dire que les héros de la guerre sont en train de prendre la place dans les administrations. Vladimir Poutine, il faut voir l'opération militaire spéciale comme un processus de régénération de la société russe, en fait. C'est-à-dire que de rejet des valeurs molles occidentales et de la mise en place d'une société, d'un État où ce qui sera porté en avant, c'est le courage, l'héroïsme, le sacrifice pour la paix. C'est la France d'avant. Alors, on pourrait aussi penser que ce recrutement massif, allais-je dire, était aussi synonyme de nouveau souffle pour ce conflit, peut-être même, j'irais jusqu'à dire, de blitzkrieg pour en finir avec ce conflit. Je pense que il ne s'agit pas d'en rajouter une couche. De toute manière, ces nouvelles recrues, elles doivent être formées. Les Russes les forment, notamment un endroit que je connais bien qui s'appelle Rязань. Et donc, c'est 6 mois de formation avant d'être envoyés sur le front. Donc, quoi qu'il arrive, petit à petit, ces nouveaux bataillons, puisqu'on parle d'un bataillon par jour, sont envoyés sur le front, mais il faut pas voir la Russie, les opérations russes comme quelque chose de tout d'un coup on mobilise, on part à l'assaut et les Russes sont des planificateurs, on le voit très bien, et ils prennent pas de risques, contrairement à ce qu'on raconte ici, ils ont conscience, et d'ailleurs Zelensky l'a dit, on était dans un rapport de puissance de feu d'artillerie de 12 contre 1. Donc ils ont la supériorité totale de la puissance de feu et ils l'utilisent pour préserver les vies de leurs soldats. Donc je ne pense pas qu'on puisse attendre une grande offensive où il y aurait beaucoup de pertes. Parce qu'effectivement, j'avais posé la question au début En fait, on peut estimer que les Russes, après l'échec de l'offensive ukrainienne tanoukiévienne en l'été 2023, au mois de novembre, les Russes ont commencé leur contre-offensive à eux. Et j'avais posé la question, est-ce qu'on aura du Broussilov, c'est-à-dire quelque chose comme en 1916 sur le front autrichien, où il a détruit l'armée autrichienne, c'est-à-dire des petits coups, on préserve la vie humaine, grosse coordination avec l'artillerie, on cherche, dès que ça perce, on envoie, mais dès que ça commence à résister, on s'installe et on va ailleurs. Ou alors est-ce que c'est du Joukov, c'est-à-dire 600 km en 17 jours, comme à Bagration, en juillet 44. On est sur du Broussilov.
Parce que, effectivement, quand vous faites Bagration, oui, vous avancez vite. L'ennemi a encore plus de pertes que vous, mais vous avez énormément de pertes. Et la Russie, les vies sont précieuses. Hein. Même si la Russie est plus peuplée qu'elle ne l'était en 1941, à l'époque, l'espérance de vie, c'était 45 ans. Donc, ça veut dire que la population était jeune et en état de se battre très longtemps. Et aujourd'hui, c'est très bien, l'espérance de vie a augmenté, donc ça veut dire que comme en France, vous avez une grosse partie de la population qui n'est pas en âge de se battre. Qu'on envoie d'ailleurs se battre en Ukraine, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est officiellement, la moyenne d'âge c'est 49 ans. Vous avez des gens qui approchent de la soixantaine. Je ne sais pas comment ils font avec 25 kilos de blindage, parce qu'en plus, maintenant, ils sont hyper protégés. Je ne sais pas comment ils font avec leurs genoux. Moi, je ne pourrais pas, je vous le dis tout de suite. L'armée russe recycle toujours les machines à laver ? Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, d'ailleurs, c'est très bien, elle poursuit actuellement un chef de bataillon de l'armée qui s'est fait attraper en train de voler des machines à laver dans la région de Koursk. Donc plus sérieusement, la Russie a mis en place de quoi contourner les sanctions. Elle produit elle-même des semi-conducteurs qui sont largement suffisants pour mettre dans un missile ou dans une voiture d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de technologie de votre iPhone pour envoyer un missile qui doit être détruit, qui de toute manière n'y reviendra rien. Donc ça, c'est réglé. De toute manière, il est impossible d'empêcher les livraisons parce qu'il y a toujours des circuits de contournement. Les compagnies chinoises ne seront pas sanctionnées, et je vais vous dire pourquoi. Le Sénat, le Congrès américain nous l'a appris. Il y a eu un rapport qui a été fait pour le Pentagone au début de cette année, c'est que le complexe militaro-industriel américain est encore plus dépendant des approvisionnements chinois que le complexe militaro-industriel russe. C'est-à-dire qu'il y avait toute une liste qui a été donnée, et notamment la liste des armements qui ont été fournis à l'Ukraine, qui viennent de Lockheed Martin, de Raytheon. Dedans, c'est des sous-ensembles chinois. Donc si jamais ils mettent des sanctions contre ces sociétés chinoises, le complexe militaro-américain. Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que côté américain, ils en ont conscience. Donc il y a eu un rapport très intéressant il y a un mois, donc du comité du Congrès américain chargé de la défense, en gros. Et ils ont dressé, et ça, on peut les en féliciter, ils ont dressé un constat. Mais si vous voulez, vous n'allez pas changer ça sur un claquement de doigts. Et en plus, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, tout ce qui doit être recomplété, les stocks qui ont été vidés pour l'Ukraine et pour Israël, tout ce qui doit être recomplété va coûter beaucoup plus cher à être complété parce que l'énergie coûte plus cher. Bien sûr. Mais pas en Russie. Revenons à cette offensive sur Koursk, donc en territoire russe au début de l'été. Peut-être qu'on a beaucoup parlé de l'aspect militaire de cette offensive. Peut-être pourriez-vous nous donner l'opinion russe vis-à-vis de cette action ? Vous nous avez dit qu'il y avait de plus en plus d'hommes qui avaient voulu s'engager à la suite de cette opération ukrainienne. Est-ce que finalement la population est aussi d'autant plus galvanisée dans cette opération militaire spéciale que l'on appelle comme ça à Moscou? Oui, alors en fait, il se trouve que ma belle famille, puisque je mariais une Russe, est de Koursk. Ma femme est née à Koursk. Et donc on a eu une partie de la belle famille qui est venue à Moscou. Alors eux, ils n'étaient pas dans la zone menacée, mais malgré tout, ils sont venus. Et j'ai vu, donc c'est une classe moyenne, et j'ai vu des gens motivés, qui n'avaient pas du tout l'intention de se laisser abattre, qui simplement ce qu'ils reprochaient au gouvernement russe, comme toujours, c'est de ne pas y aller. Pourquoi est-ce que Soumy n'est pas transformé en parking radioactif? Vous voyez, je caricature à peine, mais en disant qu'on y va trop mollement, il faudrait mettre le paquet, détruire ci, détruire ça, le contraire de ce que fait Vladimir Poutine depuis le début. Donc ça n'a pas du tout touché le moral des Russes. J'écoutais les commentaires qui étaient faits, qui étaient complètement délirants, en disant quelle humiliation, c'est la première fois. Déjà, c'est pas la première incursion, c'est la plus grosse incursion, mais il y a déjà eu des incursions dans la région de Belgorod, dans la région de Bryansk, dans la région de Koursk, c'est normal, ce sont... Et en Crimée. Et en Crimée, voilà, donc voilà, c'est pas du... Et de toute manière, il faut voir une chose, c'est que constitutionnellement, depuis octobre 2022, la Russie est occupée par l'Ukraine. À Kherson, à Zaporozhye, la moitié du Donbass, il n'y a que... Donc de toute manière... Et en plus, imaginez que parce qu'on occupe... aujourd'hui, en plus, c'est en train d'être réduit à la portion congrue, mais sur une profondeur de, disons, 20 km, un morceau du sud de la région de Koursk, ça va provoquer un traumatisme chez les Russes. Ils ont brûlé Moscou en 1812. Parce qu'on était rentrés, nous, les Français. Ils ont fait de la terre brûlée devant les armées napoléoniennes. Ils ont fait de la terre brûlée devant les armées d'Adolf Hitler. Est-ce que vous croyez vraiment que 20 km à l'intérieur de la région de Koursk, pour prendre une ville, le plus gros ville qu'ils ont pris, c'était Souja, 5000 habitants. Même le général Kempf, qu'on ne peut pas soupçonner être un agent du Kremlin, il a dit, je suis désolé, c'est une ville où on se rend compte sur le marché pour échanger 3 poulets et un saucisson. Donc...
Cette petite ville suffira pas à échanger avec la Crimée alors? Évidemment que non. De toute manière, aujourd'hui, la question, elle n'est pas de tenir des kilomètres carrés. Alors, je sais que c'est souvent ce qu'on, dans les médias de grand chemin, comme dirait Slobodan Despot, c'est souvent ce qu'on entend, c'est-à-dire échange de kilomètres carrés. Mais quand les Russes prennent Avdiivka en février 2024, on s'en moque du nombre de kilomètres carrés que fait Avdiivka. Ils ont détruit la principale barrière de défense dans la région. C'est le point central où tout rejoignait. Et d'ailleurs, on le voit, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à percer, à faire des encerclements. Là, ils sont à Pakrovsk. Après Pakrovsk, c'est la steppe ouverte devant eux. Ils vont s'arrêter sur le Dniepr. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt de comparer les kilomètres carrés. D'ailleurs, le général Kempf l'a dit, un kilomètre carré du sud de la région de Koursk où il n'y a rien, c'est pas un kilomètre carré de la région de Pakrovsk, où il y a une densité de défense, de villes urbaines, etc., etc. Donc, c'est une opération, je pense, qui est absurde. Alors, pas l'opération initiale, qui était de prendre la centrale nucléaire, ça avait du sens. Ça, c'était... Et ça, par exemple, est-ce que c'était cohérent du point de vue militaire d'imaginer qu'on prenne possession, enfin que les Ukrainiens prennent possession de cette centrale pour la négocier avec la centrale de Zaporijia, qui, elle, est sous le contrôle russe depuis plusieurs années maintenant? Alors, du point de vue militaire, je vous dirais non. Mais du point de vue politique et stratégique, ouais. Oui, c'était un gros coup, parce que ils pouvaient prétendre vouloir l'échanger avec la centrale de Zaporijia, donc retraverser le Dniepr. C'était une crise grave pour le commandement russe, pour la politique russe, parce que, en plus, comme je vous l'ai dit, la centrale est fragile, comme l'a dit Raphaël Grossi récemment. Et si jamais la supériorité des Russes, c'est leur puissance de feu, mais ils peuvent pas tirer sur leur propre centrale, sinon c'est Tchernobyl. Donc en fait, ça aurait été un coup très risqué, très dangereux. Mais encore une fois, je pense que c'était un coup organisé par le MI6 et la CIA. Il y a beaucoup de faisceaux de donc les services britanniques et voilà, américains. donc eux, ils en ont rien à faire. Ils ont compris qu'ils avaient perdu la guerre et ils vont déjà passer. Vous savez, quand vous avez perdu la guerre, la vraie, vous avez la solution de passer à la guérilla. Le problème, c'est que la guérilla, dans la région de Koursk, il n'y en aura pas. Dans les régions qui sont, excusez-moi, libérées par l'armée russe, ce sont des populations russes ou russophiles. Donc là aussi, il n'y aura pas de guérilla. Il n'y a aucune guérilla à Kherson, il n'y en a pas à Zaporozhye, il n'y en a pas à Donetsk, il n'y en a pas à Lugansk. Donc l'étape suivante, c'est le terrorisme. Et je pense que petit à petit, on va glisser vers le terrorisme. On l'a vu avec la prise d'otage au Crocus City Hall. On l'a vu, là, c'était dans Al-Watan, Boudenov, le général Boudenov, qui commande le renseignement militaire ukrainien, donc si on en croit Al-Watan, est en contact avec le Front Al-Nosra, qui fait du bon boulot, si vous vous souvenez, pour recruter des terroristes au Moyen-Orient. Il y a des mercenaires colombiens, ils font feu de tout bois, donc on est vraiment dans une approche de plus en plus terroriste, y compris le terrorisme nucléaire. Et ça, c'est inquiétant. Et piloté par qui, selon vous? Je pense que c'est la CIA et le MI6. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'était il y a une semaine, il y a eu une interview. C'était la première fois depuis 77 ans qu'il y avait une interview commune du chef de la CIA, donc c'est William Burns, et de Richard Moore, qui est le chef du MI6. Et donc c'était dans le Financial Times. Et c'est les seuls qui disent encore que l'opération de Koursk est géniale. Et alors que maintenant, si vous regardez Politico, nous explique en version anglaise, enfin en anglais, je veux dire, nous explique que oui, Zaloujny, l'ancien chef d'état-major ukrainien, voulait pas y aller, c'était une idée de Zelensky, c'était pas une bonne idée. Et maintenant, vous regardez à peu près tous les titres de la presse. Est-ce que c'était bien une bonne idée? Est-ce qu'il fallait vraiment y aller? Parce que dans la mesure où la prise de la capture de la centrale nucléaire a échoué, il fallait repartir de l'autre côté de la frontière. C'était un raid, c'était pas une offensive. Et aujourd'hui, les malheureux soldats ukrainiens se font hacher menu, précisément parce que c'était pas une offensive avec tous les échelons logistiques nécessaires pour pouvoir avancer, et en étant soutenu et en construisant au fur et à mesure des lignes de défense au cas où on se fasse contre-attaquer par les Russes. Tout ça n'a pas été fait. D'ailleurs, vous voyez les matériels qui sont commandés par Zelensky, je crois qu'on est quasiment 3-4 jours après le début de l'offensive, où visiblement là il décide de rester. Donc il y a une demande officielle qui est envoyée à l'OTAN. C'est des excavatrices, des bulldozers, des systèmes de minage. Parce qu'en fait, il n'a rien prévu. Mais que ses communicants lui disent ce serait quand même bien qu'on reste, parce que sinon, comme si on fait juste un aller-retour, on va passer pour des idiots. Et ben, il vaut mieux passer pour un idiot que de montrer qu'on en est un, comme on disait dans l'armée. Et là, si vous regardez la carte aujourd'hui, les Ukrainiens essaient désespérément de lancer une contre-offensive contre la contre-offensive russe. On va voir si ça... Pour l'instant, ça fait 5 jours. Ils se font étrier. Tout est filmé. Ils envoient de leur meilleur matériel, du Léopard 2, du CV-90 suédois, tout ça pour essayer d'occuper tant bien que mal un petit morceau de la région de Koursk, alors que les Russes sont en train de tout défoncer sur le front de l'Est. C'est complètement délirant. Du point de vue militaire, c'est complètement délirant.
On a le sentiment, Xavier Moreau, aujourd'hui, que le destin de ce conflit en Ukraine n'est pas vraiment entre les mains de Moscou, n'est pas vraiment entre les mains de Kiev, mais est à Washington et notamment après cette élection américaine. C'est aussi votre sentiment ? Je pense que le destin de l'Ukraine sera décidé entre Moscou et Washington. Effectivement. Je pense que vous parliez des propositions de paix. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui sont proposés comme intermédiaires. La Chine, qui continue ses pourparlers avec l'ambassadeur Ukraine en Chine. Vous avez également l'Inde. L'Inde me paraît d'ailleurs même, parce que les Chinois sont considérés à Washington comme les alliés des Russes, l'Inde s'est rapprochée de l'AUKUS dans la région soi-disant Indo-Pacifique. Donc l'Inde pourrait être un bon intermédiaire. Les Africains ont fait une proposition d'intermédiation. L'Arabie Saoudite en a fait. Ce qui est triste d'ailleurs, c'est que finalement personne ne propose. En Europe, l'Europe n'a plus son mot à dire. On a un conflit qui se déroule en Europe et vous allez avoir un Africain, un Asiatique ou un Sud-Américain, puisque Lula aussi veut faire sa proposition, qui va venir en disant aux Européens calmez-vous, réconciliez-vous, arrêtez de faire la guerre. C'est un grand déclassement quand même du point de vue international. Donc je pense, pour répondre à votre question plus précisément, que ça se devait se décider entre Moscou et Washington. Bien sûr que l'élection ou la non-élection de Trump va jouer un rôle. Le plan qui a été proposé par Vance, son vice-président, ne tient pas la route. C'est un gel du conflit à la coréenne. Et les Russes ont dit nous, ça ne nous intéresse pas. Ils sont en train de gagner. C'est ce qui explique que Vladimir Poutine a dit préférer la victoire de Kamala Harris. Je crois qu'il a voulu troller. C'est difficile de savoir parce que finalement ça s'entend sur le premier degré, sur le second degré. C'est du second degré. Enfin, honnêtement, si vous écoutez ce qu'il dit, en plus, vous savez que tout le monde se moque de Kamala Harris parce qu'elle-même est sans arrêt en train de rigoler. Et donc, dans ce qu'il il dit, en plus, elle est tout en train de rire, donc visiblement, elle va bien. Il se moque d'elle, vraiment. Pas forcément ce que toutes les traductions du restituent en français. Oui, non, c'est enfin, je l'écoutais en version originale, il s'est moqué d'elle. Il s'est moqué d'elle ouvertement. D'ailleurs, comment il s'appelle, Trump l'a pris comme ça et a réagi en disant je ne sais pas si je dois être content ou pas content, mais il avait déjà apporté son soutien à Biden. Oui. Et évidemment, je pense que de toute manière, il s'entendait bien personnellement avec Trump, alors qu'il n'a eu aucune relation avec Biden. Bon, il s'était rencontré, si vous vous souvenez, à Genève à la mi-2021, mais ça aboutit finalement à l'opération militaire spéciale. Donc je pense qu'il serait, oui, les Russes préféraient que ce soit Trump, mais cela dit, ils ne comptent pas dessus. Ils comptent plutôt sur leur capacité. On nous explique que non seulement ils comptent dessus, mais ils misent dessus puisqu'ils font de l'ingérence permanente. Non, oui, faut être sérieux. Ils ne misent pas dessus. Trump a dit qu'il pouvait arrêter le conflit en 24 heures. C'est ce que je disais récemment, c'est-à-dire il peut le faire. S'il déclare le jour de son élection que les États-Unis arrêtent de soutenir l'Ukraine, ce sera comme le discours du maréchal Pétain le 16 juin 1940 où il annonce, alors que l'armée française tient encore, elle s'est pas rendue, il annonce qu'il va demander l'armistice à Hitler, tout le monde se rend. Donc si jamais il fait une déclaration comme ça, effectivement, il arrête la guerre en 24 heures, incontestablement. Mais on peut espérer. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Même s'il est élu, ce que je souhaite d'ailleurs, y compris pour l'Europe, y compris pour les États-Unis, contre lesquels je n'ai... le peuple américain contre lequel je n'ai rien de négatif, vous voyez. Donc, En guise de symbole de la proximité entre cette question de conflit ukrainien et l'élection américaine, dimanche dernier, Donald Trump était en train de faire une partie de golf. Un homme a été arrêté. Il est suspecté d'avoir voulu assassiner l'ancien président, candidat pour retourner à la Maison-Blanche. Il s'agit d'un certain Ryan Wesley Roth, 58 ans. L'homme était allé en Ukraine, il voulait combattre aux côtés des soldats ukrainiens et par ailleurs, il a également figuré au sein d'un clip favorable à Azov, un clip d'Azov. Alors oui, j'ai vu ça. Alors le clip que j'ai vu, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'était une manifestation pour exiger l'échange pour récupérer les prisonniers d'Azovstal. Voilà. Donc on peut pas. Je vais prendre un peu sa défense. Ça ne veut pas dire qu'il soutenait un mouvement bandériste. Mais il était en Ukraine. Moi, ce que je vois, c'est un débile mental. Et donc la question c'est que, ça arrive souvent, mais comme l'autre qui essayait de tuer, vous voyez, c'est des types complètement asociaux. Alors c'est évidemment des personnes facilement manipulables, c'est un peu toujours pareil. Et même s'ils sont pas manipulés, même si c'était leur intention propre, voilà ce que donne une propagande abrutissante de tous les jours où on désigne un ennemi en permanence. Et puis excusez-moi, le gauchisme est une maladie mentale et ce type est un gauchiste et c'est un malade mental. Et c'est l'auteur du livre noir. Oui, voilà.
Donc après la question se pose, est-ce qu'il a été manipulé par l'État profond, comme on dit, ou est-ce que c'est son initiative? Bon, j'espère qu'on le saura un jour. Comme pour le premier attentat, la question qui se pose, c'est il s'arrête à combien? Ils ont droit à combien de chances pour essayer de tuer Donald Trump? Et surtout, ce pays qui donne des leçons de démocratie à la planète entière, dans son histoire relativement courte, ils ont tué 4 présidents, ils ont tué des candidats à la présidence, notamment c'était l'oncle ou le père de Robert Kennedy Jr. Là, ils ont tué Robert Kennedy, ils ont tué son frère qui se présentait à la présidence. Donc en fait, il y a quand même un retour de la violence politique en Occident qui est grave. On l'a vu, la violence qui est exercée contre les Gilets jaunes. On l'a vu, les menaces d'insurrection en cas d'élection, d'ailleurs fort improbable, du Rassemblement national au Parlement, comme si en plus Marine Le Pen allait mettre fin à la démocratie en France. Vous voyez, c'était complètement délirant. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que cet Occident est fanatique et que tout est... En fait, à partir du moment où vous avez désigné l'arc ennemi, vous avez le droit de lui faire ce que vous voulez, de lui crever les yeux quand vous êtes gilet jaune, de lui tirer dessus, etc., etc. Pour moi, c'est une crise, vraiment, il y a une crise morale de l'Occident qui s'autorise tout. Là, on vient de voir les attentats au Liban avec les beepers qui pourraient très bien pu être entre les mains d'un enfant, traîner à côté, tuer des... Donc, on a passé, finalement, on est en train de passer les dernières limites morales. Et encore une fois, c'est aussi c'est mon livre noir de la gauche française. J'ai l'impression que c'est la terreur révolutionnaire inspire ce monde-là. Et c'est un monde effrayant, effectivement. Il est temps de revenir. Dans tout cela, on a le sentiment aussi que les médias jouent leur rôle. Vous parliez tout à l'heure du mandat de Volodymyr Zelensky qui a expiré, donc le fait qu'il n'est plus président légitime. On se rappelle qu'en France, en mars dernier, Vladimir Poutine a été réélu avec plus de 87%, une élection qui a été incroyablement contestée partout en Occident. Là, vous faites référence également aux pratiques guerrières, parfois considérées comme terroristes dans d'autres zones du monde, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Comment, en Russie, est-il perçu ce double standard permanent ? Alors, il faut voir une chose, c'est que la Russie prête de moins en moins attention à ce qui se passe en Europe. Il prête encore beaucoup d'attention à ce qui se passe aux États-Unis, ça c'est incontestable. Depuis les dernières élections, à ce qui se passe en Allemagne. En France, ça les intéresse quasiment plus, sauf pour s'en moquer. C'est même assez désagréable pour moi qui suis invité dans les talk shows. Et on me regarde, quand il y avait eu l'ancien gouvernement Attal séjourné, vous imaginez les genres de blagues que je devais subir en tant que Français, même si évidemment c'est pas le gouvernement de rêver que vous auriez choisi. Voilà, mais bon, ils font pas la différence. Donc je crois que la France les intéresse pas trop, la vie des Français les intéresse pas. De toute manière, ils savent qu'ils parlent au patron, ils parlent à Washington. C'est à Washington et de temps en temps, on apprend tout d'un coup qu'il y a eu un coup de fil qui a été passé entre William Burns, le chef de la CIA, et Narychkin, le chef du SVR, son équivalent. Donc je pense qu'il y a toujours des liens, il y a peut-être même déjà des liens entre Trump et Poutine, qui sait, tout est possible. Et c'est ça qui les intéresse. Et ce qui est important pour les Russes, c'est qu'en fait l'Occident a perdu sa légitimité. Ce double standard, ils le voient. Ils comparent l'état de la bande de Gaza et l'état de Kiev après 2 ans et demi de guerre. Les Russes auraient pu transformer Kiev en Gaza, hein. C'est aucun problème. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des bombes de 3 tonnes, ils ont des missiles, ils ne l'ont pas fait. Donc oui, ce double standard. Là-dessus, d'ailleurs, les événements qui ont suivi le 7 octobre ont joué un rôle extrêmement important. Et surtout, par exemple, je pense que Poutine aussi, c'est quelque chose d'important, puisque par exemple, Poutine a comparé ce qui se passait à Gaza au siège de Leningrad, donc qui a coûté, je crois, de 2 millions, entre 1 et 2 millions de morts civils, hein, et qui en Russie est considéré comme un génocide. Et Poutine a perdu un de ses frères, enfant, à Leningrad. Donc en fait, et de ce que je vois de mon entourage, des journalistes, etc., tout le monde est très remonté contre Israël, alors qu'Israël avait plutôt un gros capital sympathie. Mais ce que fait Netanyahou, tout simplement, horrifie les Russes, et il voit les Occidentaux qui non seulement ferment les yeux, mais livrent des armes. La réalité, c'est ça, notamment. Donc, en fait, on est vraiment passé à une autre... Moi, je suis arrivé en Russie, vous le disiez au début, il y a 24 ans, à peu près. Le 26 mars 2000, quand Poutine est devenu président. Avis aux complotistes. Coïncidence? Coïncidence, je ne crois pas. Et donc, je suis arrivé, les Russes voulaient ressembler, voulaient être occidentaux. Aujourd'hui, ils considèrent que finalement, c'est eux l'Europe,
C'est plus chez eux que l'Europe se perpétue, notamment du point de vue culturel, artistique et ethnique même, on peut dire. Donc c'est ce qu'ils considèrent. Et ils ne veulent plus ressembler à l'Europe. Ceux qui voyagent encore, d'ailleurs, ils voient ce qui est devenu Paris, Berlin, toutes les grandes capitales, l'insécurité, la saleté. Enfin, on en a déjà parlé 1000 fois. Vous avez le symbole peut-être de ce changement de cap, allais-je dire, c'est le prochain sommet des BRICS qui se déroulera à Kazan, pardon. Oui, vous avez raison, Kazagne. Autant pour moi. Entre le 22 et le 24 octobre, avec une démonstration de ce que d'aucuns appellent le Sud global et la proximité avec la Russie, un pied de nez un peu aussi aux instances internationales, puisque comme ça se déroule en Russie, le mandat d'arrêt international de Vladimir Poutine, de toute façon, n'aura aucune incidence. Est-ce que c'est pas malheureux quand on est européen, quand on est français, de voir ce monde qui bascule malgré nous? Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement significatif, c'est que la Turquie, membre de l'OTAN, ex-candidat à l'Union européenne, à mon avis, elle ne veut plus y rentrer du tout. C'est quand même les subventions. Elle aimerait bien. Mais en fait, est candidat pour faire partie des BRICS. Alors si vous êtes un pays des BRICS, vous ne mettez plus de sanctions contre un autre parti des BRICS. C'est ça aussi l'enjeu. Donc en fait, vous avez toute une partie du monde qui est en train de se tourner effectivement dans une... c'est pas une alliance en fait, c'est plutôt des partenariats. C'est un partenariat, c'est une organisation de prospérité commune qui veut se doter d'instruments comme la Banque des BRICS, une unité de compte en commun, où il n'y a pas d'hierarchie. On n'est pas au G7 où Washington donne des ordres, on n'est pas bien sûr dans l'OTAN, c'est pas une alliance militaire. Et finalement, c'est ça qui est attirant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des pays qui pourtant ont des conflits, y compris territoriaux. La Chine avec l'Inde avec le Pakistan. On retrouve un peu l'esprit des non-alignés de la conférence de Bandung en 1955, où là aussi vous aviez la Chine, le Pakistan, l'Inde, qui déjà, à l'époque, c'était beaucoup plus tendu. Et là, donc, vous avez quelque chose qui se passe, et c'est un nouveau modèle de relations internationales. Ça rappelle un peu l'époque médiévale, où la paix de Dieu, où on essayait de résoudre, le pape essayait d'empêcher les chrétiens de s'entretuer. Et ben là, finalement, on voit ça d'un point de vue laïque, d'une volonté aussi, il y a le côté chinois de développer des nouvelles routes de commerce, l'idée du doux commerce cher à Montesquieu, c'est-à-dire qu'on va une prospérité commune et des accords gagnant-gagnant. La voie médiane chinoise, qui à mon avis influence énormément. C'est les routes de la soie, vous avez le corridor nord-sud, Saint-Pétersbourg, en passant par la Caspienne, l'Iran, la mer d'Arabie, l'océan Indien, l'Inde, tout ce que vous voulez. Il y a des tas de choses qui sont en train de se passer. Et nous, c'est ce que je disais récemment, nous, notre objectif diplomatique, c'est les pays baltes. C'est-à-dire, c'est eux qui fixent les objectifs diplomatiques de la structure européenne dans laquelle on est en prison, avec des malades qui veulent faire la guerre à la Russie, alors que l'Estonie, il y a 1 300 000 habitants, 2 millions en Lettonie et 2 500 000 en Lituanie. Mais c'est eux qui sont, donc qui maintenant est à la tête de la diplomatie. C'est complètement. Et donc, l'horizon de la France qui devrait être celui-là, de parler aux Brésiliens, de parler aux Indiens, aux Chinois, et de parler en toute liberté. À chaque fois que Macron s'y est rendu, il était quand même chaperonné par Angela Merkel. Eh bien, en fait, c'était peut-être non. Mieux, voilà. Donc nous, notre horizon diplomatique, c'est les pays baltes. Bon, tant pis. Dommage. Merci beaucoup Xavier Moreau d'être une nouvelle fois venu jusque TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas, il faut relayer cette vidéo pour la diffuser au maximum. Et puis n'oubliez pas non plus de nous écrire dans les commentaires. À bientôt et portez-vous bien.